Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouvel entretien de 30 minutes avec. 30 minutes avec est une série d'entretiens avec des décideurs, hommes politiques, hommes ou femmes politiques, artistes, sur des questions d'actualité pour le continent africain. Aujourd'hui, on revient sur le thème des arts et de la culture avec un invité dont le court-métrage est à la une presque partout. Je parle de Yoro Mbaye, qui est réalisateur et producteur sénégalais. Il en est à son 4e film. Donc, je vais te laisser te présenter pour ceux et celles qui te découvrent. Yoro, est-ce que tu peux nous parler de toi? Comment es-tu venu à faire du film? Parce que je comprends que c'est une passion d'abord, que ce n'était pas ta formation, tu es juriste de formation. Comment arrive-t-on à faire des films lorsqu'on est juriste? Merci Rama et voilà, bonjour à tout le monde. En fait, moi, j'étais pas destiné, on peut dire, entre guillemets, à être cinéaste en fait, parce que je connaissais pas le cinéma. J'ai découvert le cinéma très tardivement en fait. Voilà, parce que dans mon village, il n'y avait pas de disposition à rentrer en contact avec le cinéma. Voilà, et donc du coup, c'est en venant à Dakar, à l'université, que j'ai fait la rencontre d'un vieux qui s'appelle Abdelaziz Boy, fondateur de Ciné Banlieue, qui m'a permis donc de connaître le cinéma et ainsi de suite, et au fur et à mesure que ça a fini par être une passion pour moi. Mais il avait toujours l'habitude de me dire, il faut que tu continues tes études jusqu'au bout. Et ça a coïncidé parce que j'aimais les études, j'aimais le droit. Donc j'ai continué jusqu'à... J'aimais le droit. Jusqu'à présent, voilà. Je dis à l'époque, j'aimais les études en fait. J'aimais les études parce qu'en fait, je voulais je voulais absolument être avocat, et pour être avocat, il fallait avoir au moins master 2 en droit, et ce que j'ai eu en poche, alhamdoulilah. Et voilà, donc après, donc du coup, le cinéma m'a rattrapé, j'ai pas pu résister et je me sens bien là-dedans. Est-ce que ça a été facile? Je parle de nos familles sénégalaises. Ça n'a pas été facile. On a tout le temps cette tendance à penser que ça rapporte plus d'être juriste ou médecin ou des choses comme ça plutôt que d'être artiste. Absolument, ça a été pas facile parce que, en fait, surtout moi, mon cas. D'abord, je viens de famille, je suis aîné de 9 fraternités, donc du coup je suis aîné de mon père, aîné de ma mère, paix à leurs âmes, et voilà, donc, et juste avant de décider d'être 100% dans le cinéma, je commençais à travailler donc en tant que juriste. Je commençais à travailler dans un cabinet d'avocats, je commençais à travailler dans des entreprises comme juriste interne et tout, et que je savais comment, j'avais déjà commencé à percevoir des salaires. Exactement. Et maintenant la famille avait commencé à dire ah mais c'est la réussite et tout. Jusqu'à ce que maintenant ça bascule et que j'ai dit aujourd'hui maintenant je fais du cinéma. Et quand j'avais décidé vraiment à le faire, c'était quand j'avais fait Journée Noire, où j'avais demandé une disponibilité à mon patron pour aller faire le repérage, le casting. Donc il m'avait donné 1 semaine. Et quand j'ai eu à tout faire, jusqu'à maintenant pour le tournage, j'ai demandé 2 semaines, on m'a dit non, c'est pas possible. Donc soit tu travailles, soit tu sais ce que... Après j'ai décidé de dire ok, je démissionne, j'ai arrêté. D'accord. Et je me suis spécialisé dans le cinéma. Et voilà, donc c'était très difficile, donc c'était un conflit au sein de la famille, mais j'ai une mère qui était très compréhensive. Aussi, malgré les difficultés, elle sait que j'abandonnerai jamais la famille, je serai toujours là. Et que, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai eu vraiment son soutien en premier, qui a fait que après j'ai la tête tranquille, quoi. Merci beaucoup Yoro. Justement, l'histoire d'une famille, c'est l'histoire qui est au cœur de Les Wahoul, qui est un cours de 21 minutes, c'est ça? Qui parle de l'histoire de Ousseynou, le protagoniste principal, avec sa belle-sœur, Nafi. Est-ce que tu peux nous parler du titre d'abord? Qu'est-ce qui te l'a inspiré? Et pourquoi l'intrigue se déroule au sein d'une famille? Ok, le titre d'abord, c'est Les Wahoul, c'est non dit, en fait. Voilà, donc non dit, littéralement, pour être court. En fait, moi, dans mes œuvres, j'ai toujours parlé de la famille. Parce que j'ai grandi dans une très grande famille, mon père était polygame, et que j'étais très proche aussi des anciens, des personnes âgées. J'ai été élevé aussi par ma grand-mère, dont son nom ma boîte de prod porte son nom.
Et donc, du coup, en fait, ce qui a fait que ça me rattrape. Et pour moi, le plus important, pour moi, c'est très intéressant pour un artiste de raconter son histoire, son univers, son passé, son vécu et l'histoire également de ses proches et de son environnement. Parce que j'ai oublié, c'était qui disait, en fait, le cinéaste doit raconter l'histoire de là où il achète son pain. Voilà. Et là, ça c'est très important parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu as vécu et que tu retransmets. Voilà. Et donc, ce qui a fait que après avoir fait un film Journée Noire qui raconte l'histoire des étudiants dans les universités, les violences policières, après avoir fait Famara, qui est un jeune Sénégalais à Paris, qui est sans papier et qui fait de la livraison et tout. Tout ça là, en fait, ça a un vécu avec moi jusqu'à ce que j'atterrisse sur Klandobi, qui est l'histoire donc d'une rencontre entre une jeune fille et un gars qui conduit un clando, et ainsi de suite. Bon bref, tout ça là, je peux dire que c'est que ce film peut-être qui a été spécialement très artistique et qui n'a pas un rapport direct avec mon enfance. Mais à part ça, Fagadaga, c'est une histoire qui est très liée à la mienne. Et qui raconte l'histoire du père Rassi, que j'ai utilisé comme toile de fond pour raconter donc un conflit familial entre un beau-frère et sa belle-sœur autour donc d'un aliment de base qui a existé depuis l'existence de l'humanité et qui aujourd'hui peine à exister dans certaines localités comme le Sénégal, alors qu'on est au XXIe siècle, où on peut penser, aujourd'hui on peut imaginer à ce que certaines choses puissent être réglées définitivement. Voilà. D'accord, merci beaucoup Yoro pour cette réponse très exhaustive. Alors revenons-en au premier film, Journée Noire. Mais tout comme ceux qui suivront, Famara, Klandobi et maintenant Les Swahoul, il y a toujours la jeunesse au cœur de tes préoccupations. Est-ce à dire que tu te fais leur porte-parole? Je ne peux pas me dire que je suis porte-parole des gens. L'artiste est un porte-parole. L'artiste, le cinéaste. Dire que je suis porte-parole, c'est un peu trop dire. Mais voilà, donc je suis en train de... C'est comme en fait l'ambition qui me nourrissait, que je nourrissais quand j'étais étudiant. Parce que je disais, je rêve d'être avocat pour porter le combat des oubliés ou les gens démunis, les plus démunis. Et plus tard, j'ai découvert que le cinéma constitue l'arme la plus fatale, appropriée pour porter des combats, pour dire ce qu'on pense sans pour autant être limité ou quoi que ce soit. Et donc, du coup, oui, il y a la jeunesse, il y a la société, il y a les faits dans les sociétés qui nous rattrapent, qui nous éclairent nos lanternes, et ainsi de suite. Mais quand même, voilà, donc je pense que toute histoire racontée avec un cœur va être perçue, va être accueillie avec cœur aussi. Et donc, du coup, ce qui fait que, voilà, donc, Journée Noire, que ça soit Famara, que ça soit, il y a aussi un film qu'on oublie souvent parce que Les Swahoul, c'est mon 5e film. Que j'ai co-réalisé. Les Swahoul, c'est mon 5e film. Parce que j'ai co-réalisé un autre film qui s'appelle Gadaï. Donc, qui parle de l'histoire d'une rencontre. Non, ça parle pas de l'immigration, mais plutôt la localité Gadaï, là, qui existe dans Malika. Donc, ça parle de l'histoire d'une rencontre entre deux personnes issues d'univers différents. En fait, c'est un serveur qui est issu d'un milieu très pauvre, qui a fait la rencontre d'une fille très riche et ainsi de suite, et que en fait cette dernière, donc voulant toujours l'inviter à la rejoindre dans des plages dites surcotées à Dakar, en fait. Alors que en fait ces plages là, en fait, sont payantes et que tandis que les gens qui sont pauvres ne peuvent pas avoir accès à ces plages payantes-là, donc ils sont obligés d'aller se baigner dans les plages interdites à la baignade. Et ça crée chaque vacances beaucoup de mortalité. Voilà. Donc du coup, c'était une manière pour moi de dire, ok, moi-même, j'ai pas accès à certaines plages, et ainsi de suite. Donc pourquoi pas en fait en faire un petit film qui est un peu drôle, l'histoire d'amour, mais un amour impossible. Voilà. Donc il y a cette, comme vous l'avez dit, hein, il y a la jeunesse, il y a les aspects économiques, aspects sociétaux, et ainsi de suite. Il y a les aspirations aussi. Ouais.
qu'ils soient déçus ou pas. Exactement. Il y a beaucoup de rêves Exactement. que tu dépeins, que ce soit de rêves d'entrepreneuriat, comme dans Les Soirous, ou bien des jeunes étudiants dont les conditions de vie, tout simplement, se trouvent lésées. Alors, est-ce que d'avoir fait Journée Noire, t'as valu plusieurs accolades, plusieurs prix, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi d'autres aspects un peu moins... Genre, est-ce qu'on ne t'en a pas voulu d'avoir porté à l'écran cette histoire-là, qui est aussi très politique? Les violences policières. Moi, le fait que les gens m'en veulent ou pas, ça, je peux dire que je m'en fous en fait. Ouais. Que je raconte ce que j'ai à raconter. Que ça fasse mal ou que ça fasse plaisir, c'est des choses qui ont été perpétrées ou faites par des humains. Et que ces humains-là, aujourd'hui, doivent regarder, donc assumer leurs actes. Moi aussi, en tant que quelqu'un qui l'a subi ou qui a vu ses proches le subir, je le raconte, donc tu dois le supporter ou pas, je m'en fous. Donc l'histoire, à l'époque, c'est l'histoire de Journée Noire. J'étais étudiant. Étudiant originaire du village qui ne connaissait pas, qui n'avait pas une famille d'accueil à Dakar, et je devais survivre pour faire partie des meilleurs. Donc, et j'ai vu beaucoup de gens claquer la porte parce qu'ils ne pouvaient plus tenir. C'était très difficile. En plus de ça, tu réclames quelque chose qui est ton droit, qui est la bourse, et après il y a la police qui vient te mater. Et donc du coup, moi je peux dire que c'est que pendant la préparation du tournage qu'il y a eu des difficultés. C'était d'ailleurs, il y avait une impossibilité totale pour moi d'avoir l'autorisation de tourner à l'université parce que quand ils ont appris que le scénario, ça parle des violences policières, ils m'ont catégoriquement refusé le tournage. Mais quand même, on a utilisé des techniques en tant qu'artiste pour pouvoir renverser les trucs jusqu'à avoir ce qu'on veut. Parce que ce qu'on veut aussi, c'est pas illégal. Faire des films, c'est digne. C'est quelque chose de très noble. On a notre parole à dire, c'est un travail intellectuel, donc on n'a pas à se cacher pour le faire ou faire plaisir à des gens. On doit le dire tels qu'ils sont, tels que les faits sont, avec une touche artistique pour pouvoir atteindre le maximum de public et que les gens aussi, ça interpelle les gens à réfléchir aussi sur leur comportement, sur la manière d'agir quand pareille situation se présente. Merci beaucoup. Donc le cinéma comme un miroir en fait que tu tends à la société pour qu'elle puisse se voir elle-même. Exactement. Parlons donc de Les Soirous, qui est un cours qui fait l'objet peut-être d'un projet ou qui sera suivi d'un un projet beaucoup plus grand qui s'appelle Fagadaga. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment l'histoire t'est venue? Pourquoi tu as choisi d'inscrire au cœur de cette intrigue le pain rassis, le Fagadaga, comme on l'appelle au Sénégal? Et comment, à travers le voyage de ce pain d'une zone à l'autre, tu nous dépeins aussi d'autres histoires en filigrane. Parce qu'on voit qu'entre Ousseynou, le personnage principal, qui est vendeur de pain, et Nafi, sa belle-sœur, qui essaie disons, de nourrir aussi le village d'autre chose que de Fagadaga, se crée en fait un conflit latent, mais qui finira surtout par déborder. Pourquoi cette histoire? Pourquoi cette intrigue? En toile de fond, on a Baye Modou, qui est celui qui approvisionne Ousseynou en Fagadaga. Écoute, ce film, c'est pour moi, en fait, la plus belle expression pour moi de ce que j'ai dans le cœur. En fait. Pourquoi? Parce que je me dis, en fait, tout ce que vous avez dit, c'est vrai, hein, mais je peux aller plus loin, c'est-à-dire dans la dynamique donc, des relations d'indépendance, des relations donc, de panafricanisme, ou vraiment donc, le rapport entre villageois, citadins, mais aussi surtout donc, le volet économique donc, du projet, la souveraineté alimentaire, mais aussi surtout en fait, le côté capitalisme qui fait que en fait, l'État prend des décisions et que ces décisions-là ne sont pas très bien réfléchies et que ça crée vraiment donc, des conséquences désastreuses donc, au plus bas de la société. Et donc du coup, ce qui a fait que dans le film, j'ai utilisé le pain Fagadaga comme toile de fond pour raconter les fragilités des liens familiaux quand ils sont mis à l'épreuve donc du droit et de la morale, ou bien quand une question de survie se pose. Donc je m'explique, c'est un film qui raconte en fait un pain simple, du pain simple, qui est le pain rassis, qui a eu plusieurs vies avant d'atterrir sur la table
donc du consommateur le plus démuni, à savoir le villageois, donc qui n'a rien demandé, qui veut juste en fait à travers le personnage de Nafi avoir de produire son propre pain qu'il consomme. Et que dans une société contrainte par un système qui t'impose ce que tu dois manger, là où tu dois regarder, comment tu dois agir, ainsi de suite. Donc c'est à l'image également donc de ce pain qui est une représentation donc des conséquences ou bien des séquelles de la colonisation qui fait qu'aujourd'hui on est très dépendant du pain. Voilà, donc on pense que s'il n'y a pas le pain, un Dakarois peut tuer quelqu'un parce qu'il n'y a pas un pain chrétien, alors que voilà, donc ça n'a pas été notre aliment de base. Notre aliment de base. C'était le mil ou bien d'autres céréales. Exactement. Et donc ça parle aussi donc des accords de pêche qui, en filigrane, on entend le personnage principal qui a eu un passé en tant que pêcheur traditionnel, qui est dans l'impossibilité donc de concurrencer les bateaux traditionnels et qui est contraint de quitter son métier pour aller chercher quoi subvenir aux besoins de sa famille. C'est tout à fait normal, mais qui malheureusement donc tout tombe sous l'emprise donc d'un patron véreux qui représente tout un système, un mafieux, donc qui lui donne plus de pain pour l'avoir sous son aile et lui dicter ce qu'il doit faire. Et donc du coup, lui aussi en tant que personne fragile qui veut que nourrir sa famille et s'en sortir en tant qu'un bon père de famille, va se heurter également donc à une résistance féminine qui est une femme qui est consciente donc des interdits mais qui décide de les braver pour créer une boulangerie qui est traditionnelle, créer du pain frais, du pain avec du céréal local pour pouvoir restaurer la dignité des villageois. Maintenant cela va créer un choc entre les deux, donc ça va soulever à partir de là donc d'autres problématiques comme la fierté d'homme, la société patriarcale, l'entrepreneuriat des femmes qui veut décider ainsi de suite et ainsi de suite en fait. C'est un peu une sorte de pont que je mets en place pour que chacun tire ce qui l'intéresse là-dedans et voilà. Merci beaucoup d'avoir un peu décortiqué pour nous le pourquoi, mais surtout le comment tu as décidé de raconter l'histoire. Mais est-ce qu'on pourrait aussi parler de ce qui se passe au sein même de sa famille à lui? Lui qui vend du pain Fagadaga, qui ne souhaite pas que son fils en mange, en disant que son fils est fragile et qu'il ne peut pas en avoir. Il ne peut pas en avoir alors qu'il vend ce pain-là à tout le reste du village. Exactement, parce qu'en fait, comme vous l'avez dit au début, c'est qu'en fait c'est une réalité que j'ai décidé de dramatiser en faisant une fiction. C'est-à-dire, moi, au début, l'idée, c'était pendant le Covid que j'ai rencontré les vendeurs de ce pain-là. J'ai posé la question. Eux-mêmes, ils ne sont pas fiers de vendre ce pain. Eux-mêmes, ils ne le consomment pas parce qu'ils savent les conditions dans lesquelles ils les trouvent. Mais même dès le début, tu as vu dans les conditions dans lesquelles il a trouvé ce pain-là. Donc exactement. Lui, il ne va pas le prendre. Mais même Baïmoud, on le montre, il prend le pain et le donne au Voilà, mouton. c'était pour montrer le contraste. Donc ce pain-là, il est convoyé et destiné à des humains, alors que lui, là où le pain part, d'où le pain part, il est destiné à donner des animaux. Ça vient, cette scène, elle est typiquement la traduction d'un choc que j'avais vécu en tant qu'enfant, mais je ne me rendais pas compte à l'époque parce que j'étais venu en vacances avec des cousins du village, habitants ici. Et donc, du coup, ils me disaient, parce qu'ils étaient venus vite fait au village, ils voyaient que nous, on mangeait ce pain-là, quand tu coupes, c'était très dur et ainsi de suite, et que eux, ils me disaient, ah, écoutez, vous êtes des animaux. Ah bon? Sans s'en rendre compte, on était des gamins, sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que vous consommez le pain que mon père donne au bétail, à ses moutons. Donc, du coup, tu sais ce que ça peut... C'est banal comme phrase qui est sortie de la bouche d'un enfant, mais quand même qui peut créer, en fait, une différence de regard, qui peut signifier beaucoup de choses dans les rapports entre les villageois et les citadins. Et donc, ça crée... c'est une violence pour moi aussi. Voilà. C'est une violence réelle qui existe et qu'aujourd'hui, le pain Fagadaga, que j'ai décidé donc de montrer à travers ce pain. Voilà. Est-ce que c'est facile de décider de raconter cette histoire-là plutôt qu'une autre? Parce qu'on est aussi confronté à un marché du film qui est là. Lorsqu'on décide de raconter une histoire singulière, pas forcément peut-être ceux qui sont les plus, je ne sais pas comment le dire, sexy peut-être.
Quel est le regard que tu as sur le rôle des cinéastes? Je ne veux pas dire des cinéastes africains, parce qu'on est cinéastes avant tout. Pour qui racontes-tu tes histoires? À qui adresses-tu tes récits? Avant de m'intéresser d'abord à qui je m'intéresse d'abord pourquoi moi je veux faire ce film. Exactement. Quel rapport que le film a avec moi. Parce qu'en fait, une histoire humaine, elle est forcément universelle. Exactement. Parce qu'on est tous des êtres humains. Donc, si le film raconte une histoire humaine, donc forcément, ça va être universel. Maintenant, en tant que cinéaste, tu vas vouloir savoir, ok, raconter telle histoire à travers un regard, un non-dit ou une expression avec une langue locale qui est le Wolof. Comment je peux faire ça cinématographiquement pour que ça soit compréhensible à l'international. Et c'était ça le challenge. Mais je pense que voilà, donc... Le challenge est plutôt réussi. Je pense. Il y a les gens qui regardent et qui décortiquent des choses que moi-même j'ai pas pensé. Ça fait plaisir. Exactement. C'est nous, chercheurs, qui cherchons la petite bête tout le temps. Mais si tu devais lancer pas un appel, mais un message, que ce soit à ceux qui sont censés soutenir les cinéastes, que ce soit ici au Sénégal ou ailleurs. J'ai vu ce week-end un rapport, un journal, à la une d'un journal, qu'on disait où sont passés les milliards de cette structure qui s'occupe du cinéma. Mais bon, c'est une question ouverte. Quel message as-tu à adresser à ceux qui sont censés regarder les films, à ceux qui sont censés soutenir les cinéastes et à l'industrie du cinéma de manière générale, à ceux qui sont censés distribuer vos films aussi? En fait, voilà, donc le cinéma c'est une chaîne, Il y a les producteurs, les réalisateurs, les diffuseurs, les vendeurs, ainsi de suite. Moi, je pense qu'en fait, et les spectateurs, bien sûr. Et voilà, donc, sans le soutien de l'État, sans le soutien donc des organismes privés, il peut y avoir difficilement du cinéma. Sachant qu'on peut faire des films avec zéro budget. Moi, j'ai fait des films sans argent. Le film qui m'a lancé, c'est un film que j'ai fait avec 0 francs. Mais quand même, ce n'est pas pour ça qu'on vit. Voilà, donc, on a tout le temps, on a pendant longtemps cru que le cinéma, il est réservé à une élite. Et qu'aujourd'hui, quiconque peut avoir une histoire à raconter et il suffit tout simplement d'apprendre les techniques pour les faire. Et donc, du coup, le message que moi, je peux lancer, je sais pas, c'est, voilà, donc, faisons des films. Moi, c'est que ça, j'ai dit en faisant des films et que ces films-là, que ce soit aujourd'hui ou demain, ça va se voir. Voilà. Mais faisons en sorte que ce soit les distributeurs ou les producteurs, ils ont besoin de moyens. Et que ces moyens-là, donc, proviennent des initiatives publiques ou des initiatives privées et que ces gens-là soient conscients des histoires qu'on raconte et que soient sensibles à ça, nous soutenir et nous on fait nos films. Merci. Mais quand même, c'est bien de savoir, pour moi en tout cas, c'est ma croyance, c'est qu'on me soutienne ou pas, je ferai des films. Exactement. Et ça, c'est un message très optimiste. Exactement. Alors, je voulais juste revenir, avant, j'ai dit le mot de la fin, c'est pas le mot de la fin. Le montage de ce film, on a vu film sénégalais, français, c'est ça? France, Sénégal, quels autres pays? France, Sénégal, Belgique, Centrafrique. Centrafrique. Comment est-ce que la Centrafrique s'est retrouvée là? En fait, juste avant de faire ce film, je rappelle que aussi en tant que réalisateur, je suis aussi producteur. Parce que à un moment donné, je me suis dit, la réalisation, c'est une passion, mais la production, ça devient une nécessité pour moi, une urgence. Parce que, étant réalisateur, j'ai toujours du mal à aller voir des producteurs, discuter avec eux, suivre le cursus, le truc classique. Et ça, c'est toujours compliqué. Et on est dans une structure qui est comme Ciné Banlieue où on est des jeunes très fougueux, vouloir faire du cinéma avec des bouts de ficelle, comme nous l'avons enseigné à Abdelaziz Boy, qui nous dit, on fait du cinéma avec des bouts de ficelle. Et donc, du coup, mes films précédents, je les ai faits sans avoir été rémunérés. Donc, du coup, c'est pourquoi on est moins stressé si on n'a pas de financement. Et c'est après, quand même, que je me suis dit, bon, mais ça ne doit pas être une fatalité. Il faut que j'aille apprendre la production. Je suis allé en France, entre France, Allemagne et Londres, pour faire un programme qui s'appelle Atelier Ludwigsburg Paris, co-organisé entre la FEMIS et la Film Academy Badi-Württemberg de l'Allemagne, où on fait un long programme donc, de production et vente internationale, et surtout la coproduction internationale. Et au sortir de ça, j'avais décidé donc
de créer ma société de production juste après la formation. Et c'est Nafi Production. C'est Nafi Film. Et avant ça également, donc, et jusqu'à maintenant aussi, je suis producteur au sein de Yenenga, donc, initié par Alain Gomis. Je suis son producteur de son dernier film. D'accord. J'ai aussi coproduit La Nuit des Rois de Philippe Lacotte. Là, j'ai un long métrage documentaire qui va sortir la semaine prochaine. C'est lequel? Le Cimetière de vie qui va sortir à Saint-Ludoc. Voilà, donc le montage de ce film aussi, c'était une exploration de ce que je venais d'apprendre, qui est une coproduction internationale, ce qui est un défi aussi, quoi qu'on puisse dire, parce que pouvoir savoir comment monter une coproduction internationale sans pour autant que cela influe sur le caractère artistique du projet aussi, c'est très intéressant. Mais c'était fatigant parce qu'en tant que producteur et réalisateur, c'était compliqué. Mais j'avais pas fait les deux choses à la fois. J'ai fait une étape d'écrire le scénario, après l'étape d'aller chercher de l'argent. Et que ce qui a été fait, ça s'est bien passé, c'était une bonne expérience. Ça prend combien de temps pour aussi bien écrire le scénario, monter un projet comme ça, le tourner, du projet? Ce projet-là, c'est 2022 et c'est fini en 2024. 2 ans, quoi. Et Fagadaga? Et Fagadaga, pour le moment, c'est un long métrage. L'écriture, elle est déjà finie. On a eu quelques financements. Là, on attend les financements. Donc, on prévoit tourner d'ici la fin de l'année 2025. D'accord. Voilà. D'accord. Mot de la fin? Aux jeunes qui veulent se lancer dans le cinéma et qui ne sont peut-être pas juristes, qui ne sont pas formés à ça, parce qu'au Sénégal, on pense qu'on doit faire ce pourquoi on a été formé. Ce en quoi on a été formé. Le message, c'est quoi? C'est passion, patience et oser faire ce qu'on veut. C'est tout. Pour moi, il n'y a pas de... Pour moi, le seul code universel qu'on peut utiliser, c'est la passion, la patience. C'est tout. Et le courage d'aller toquer les portes de ce qu'on a envie de faire. Voilà. Merci beaucoup, Yoro. Voilà.